Nous n'avons pas commencé à collecter de parrainage. Et je vous promets que je ne vous fais pas de langue de bois en disant ça. Ce sera une question qui se posera. La dernière fois, il y avait 1700 maires qui avaient parrainé le candidat Emmanuel Macron. Il y aura évidemment l'objectif d'avancer. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui soutiennent le président de la République. Ça se voit de plus en plus. Mais on fera ça en son temps. Ça peut être très court, parce que si le président est candidat à partir de la mi-février, c'est 10 avril, on dépose les parrainages fin février. Pas de langue de bois, je ne nie pas le fait qu'on échange avec beaucoup d'élus locaux. Vous voyez qu'il y en a qui soutiennent, qui aimeraient même que le président de la République soit candidat, et il y en a même qui aimeraient qu'il soit réélu président de la République. Et ils le disent. Et ils le disent localement, ce qui compte, je crois, dans la presse. Bien, ces élus-là, peut-être en leur temps, ils souhaiteront transformer ce geste-là en étant eux-mêmes parrains du président de la République. Donc vous avez des échanges. Ceci dit, au-delà de la question d'Emmanuel Macron, je crois que c'est une vraie question démocratique. Bien sûr. Je pense que c'est un problème. Moi, je souhaite que les candidats représentatifs, ceux qui aujourd'hui pèsent dans les sondages, puissent être candidats à l'élection présidentielle. Et je crois qu'il faut inciter les maires à parrainer. C'est vrai que le reportage était bien fait. On voit qu'il y en a qui ont, d'une certaine façon, peur de parrainer. Moi, je crois qu'il ne faut pas que ça soit vu comme un geste forcément politisé, de l'appartenance à une formation politique. Parrainer Marine Le Pen, parrainer Éric Zemmour, parrainer Florian Philippot. C'est un acte de démocratie. Moi, je crois vraiment et sincèrement qu'un candidat ou une candidate qui est à 15%, plus de 10% dans les sondages, et qui serait empêché de se présenter à l'élection présidentielle, ça serait un problème pour la démocratie. Un déni de démocratie. Oui, il faut le regarder en face, et il faut plutôt inciter à ce que ces candidats-là, même si vous n'avez pas de doute sur le fait que beaucoup d'entre eux, et ceux que vous avez cités, je combattrai, mais jusqu'à ma dernière goutte d'énergie, leurs idées. Mais je pense qu'il faut qu'ils puissent être candidats. Mais si vous avez beaucoup, vous pouvez en passer alors. Vous pouvez enfiler. On verra bien à ce moment-là, mais en tout cas, un message d'appel démocratique, civique d'une certaine façon, aux maires pour qu'ils puissent parrainer et permettre à toutes celles et ceux qui représentent une part des idées des Français d'être candidats, je pense que c'est utile. Alors, juste un mot sur ce congrès des maires. On a l'impression que le président était bien vigoureux, il a fait un long discours, il a bien taclé les uns les autres, il a expliqué que son gouvernement... Remercier les maires d'abord. Oui, il a remercié les maires. Je n'ai pas entendu tacler les maires quand même. Non, mais enfin, en tout cas... Il a répondu, sans langue de bois, là non plus, à des critiques. Vous savez, il y a une drôle de musique, une drôle d'idée, je trouve, qu'on entend qui consisterait à vouloir, au fond, opposer l'État et les collectivités. Précisément en sortant d'une crise où et les collectivités en première ligne et l'État ont été, je crois qu'on peut le dire, à la hauteur de leurs responsabilités, à la hauteur des enjeux du pays. Ce n'est pas le moment d'opposer les uns contre les autres. Et on ne réussira pas si c'est le cas. On a besoin d'un État aux côtés des collectivités, c'est le cas. Et je crois que le président de la République, il a bien fait de rappeler ce qui a été fait pendant 5 ans, parce que beaucoup a été fait pour les territoires et pour les collectivités. Si on prend un seul exemple, Attendez, on vivait la baisse des dotations depuis des années. Le précédent quinquennat, c'était année après année une baisse des dotations pour les collectivités. On a mis fin à ça. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples en faveur des collectivités. Comment vous expliquez alors qu'il y a ce climat de défiance qui a le côté, dans le fond... Alors, il a répondu, le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Bon, il était conseiller municipal, mais il n'était pas maire. Mais en fait, il lui reproche de ne pas avoir été maire. Je crois qu'il faut arrêter avec la fable consistant à dire que les maires sont contre le président de la République. Vous voyez la réception aujourd'hui du président de la République. Vous voyez qu'il n'a pas mal été accueilli au Congrès des maires, et je crois même qu'il y a été applaudi. C'est vrai, le président l'a dit lui-même. Au début du quinquennat, il pouvait y avoir des malentendus, une incompréhension, peut-être même des maladresses de la part de la majorité. Donc, mea culpa. De la part de la majorité. Il faut faire un mea culpa. Je crois qu'avec les élus locaux, vous savez, c'est pas par les discours qu'on les convainc, c'est par l'action. Et quand, en l'occurrence, on augmente les dotations, quand, en l'occurrence, on investit pour faire les territoires cœur de ville, les petites villes de demain, territoires d'industrie, quand on déploie des maisons France Service, quand on fait l'Agence nationale de la cohésion des territoires, quand on remet de l'argent dans la rue. Vous voyez, on peut parler quand même de ce contenu. C'est l'action. Et je crois qu'un président de la République qui vient à moins d'1 an d'une élection présidentielle et qui est, je crois, sincèrement bien accueilli par les maires, c'est le signe d'une majorité qui n'est pas contre les collectivités, qui est à leur côté, parce que je crois que c'est comme ça qu'on réussira. Quand même, hier, le candidat qui n'était pas le candidat présenté comme
pro-Macron, et c'est plutôt l'inverse. David Lisnard a été des Républicains, qui est un opposant déclaré au président, a été élu largement. Et celui qu'on présentait comme plutôt proche avec certains de vos amis a été battu. Donc bon, regardons les choses en face. Un commentaire là-dessus d'abord. Bien sûr. C'est bien qu'il y ait eu un débat démocratique et 2 listes. J'entendais certains qui disent quel scandale. Il y a eu 2 listes dans cette élection à l'Association des maires de France. C'est plutôt une bonne nouvelle. En général, c'est vrai, François Baroin était le seul candidat. Exactement. 2, nous n'avions pas une liste de la majorité présidentielle. Philippe Laurent n'était pas le candidat de la majorité présidentielle. Et je crois d'ailleurs qu'il a fait bien attention, par ses déclarations, à bien montrer qu'il n'était pas un soutien fervent du président de la République. Il y avait 2 listes qui se sont présentées. Je crois qu'on aurait tort d'avoir une ligne qui l'emporterait, qui consiste à instrumentaliser l'Association des maires de France, l'association nationale qui doit être au service des maires et non pas contre le gouvernement. Et j'ai un peu trop entendu cette petite musique ces derniers temps. Je trouve que la première résolution de l'Association des maires de France par David Lisnard, qui est à boulet rouge contre le gouvernement, où on voit bien que les choses sont dites de façon très excessive, c'est pas le rôle de l'AMF que de faire ça. Eh bien, que 40%, parce que c'est une élection proportionnelle. C'est intéressant qu'il y ait des contre-pouvoirs dans un pays et avoir des élus locaux qui s'organisent et qui revendiquent et qui discutent avec l'État, avec le gouvernement, c'est normal. Qui soient en revendication, évidemment, et c'est bien utile, et personne ne le nie. Mais je crois que c'est bien que, désormais, 40% des représentants de cette association soient effectivement pas sur une ligne anti-gouvernementale, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. Oui, parce que ce candidat, il a eu 38%. Oui, et c'est pas rien. Je rappelle que la liste de David Lisnard, c'est une liste qui était soutenue, pour le coup, de façon assez politique, par les LR, par le Parti Socialiste, par les communistes, par Europe Écologie Les Verts, en gros, par tous les partis de la classe politique. Cette liste-là, elle fait 60%. Une liste qui se présente comme voulant vraiment défendre l'intérêt des communes, elle fait 40%. Ben moi, je trouve que c'est pas si mal. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Association des maires de France. Et ça n'est pas proche de vous. D'ailleurs, j'ai compris. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez maintenant une nouvelle maison commune. C'est l'expression. Vous dirigez La République En Marche, le mouvement, c'est comme ça que vous l'appelez. C'est vrai. Mais donc, hier, pendant des heures, vous avez parlé avec un certain nombre de personnes, de responsables, pour construire une nouvelle structure qui soutiendrait le président et qui ferait des investitures pour les élections législatives. C'est cela ? Moi, ça fait longtemps que j'appelle à ce qu'on a appelé cette maison commune. C'est-à-dire que toutes les sensibilités, les formations de la majorité présidentielle, tous les partis politiques qui, dans ce quinquennat, ont soutenu petit à petit, certains dès le début, d'autres par la suite, le président de la République, puissent mieux travailler ensemble pour les mois qui viennent, mais aussi pour les années qui viennent. Je crois que l'enjeu, c'est à la fois un enjeu de court terme. Moi, je souhaite qu'on puisse se rassembler de la façon la plus large possible derrière le président de la République, en soutien du président de la République, de son action, et je le dis sans langue de bois, en souhaitant sa candidature pour ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas de mes amis aussi. Et ça, c'est l'enjeu de court terme. Il y a un enjeu, je le dis d'un mot, qui est de plus long terme, qui est un enjeu extrêmement ambitieux, qui est de faire en sorte que cette force politique centrale qui a émergé avec l'élection du président de la République, ça ne soit pas une parenthèse dans la vie du pays. Moi, je trouve que c'est un bel enjeu que de rassembler des gens qui viennent d'horizons différents. Il y a là-dedans des sociodémocrates, des démocrates chrétiens, des libéraux, des républicains de progrès. Que tout cela, qui aujourd'hui, en réalité, pensent la même chose sur l'essentiel, puissent travailler ensemble dans les années qui viennent pour faire en sorte que cette force centrale, ça ne soit pas une parenthèse et qu'elle soit solide et pérenne pour les prochaines décennies de la vie politique. Ça veut dire c'est un bel objectif et moi je l'assume assez fièrement. Y compris Stanislas Guerini sans Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire. Avec Emmanuel Macron s'il remportait l'élection présidentielle et qu'il restait président, mais après aussi sans Emmanuel Macron. Et ça, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en douter, parce qu'aujourd'hui tout est construit autour de la personnalité du président. Vous avez bien compris dans mon propos que je ne veux pas rater la première marche. Moi je crois que cette élection présidentielle de 2022, elle va être fondamentale, décisive pour le pays, et que je souhaite ardemment que le président de la République puisse continuer à diriger le pays, parce que je crois qu'il est le mieux placé pour tirer les enseignements de cette crise et porter une vision, au fond, ce qui manque beaucoup à cette campagne pour les prochaines décennies pour la France. Mais oui, il y a effectivement un objectif très noble. Voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les forces populistes, les Trump, les Bolsonaro, tout cela qui, au fond, fédèrent une forme de
de défaitisme, de déclinisme populiste, nationaliste, eux, ils s'organisent, eux, ils se structurent. Et ça rejaillit évidemment sur la vie politique du pays. D'une certaine façon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, tout ça, c'est pas l'émanation de rien du tout. C'est une forme d'idéologie que je combattrai jusqu'à la dernière minute. Et donc parce que c'est le contraire de tout ce que je pense. Mais oui, il faut fédérer les forces de progrès, celles qui pensent qu'il y a un chemin de progrès, parce qu'on partage une philosophie humaniste qui se dit qu'on peut trouver les ressources pour que l'avenir soit meilleur, qu'on ne soit pas dans cette forme de vision noire et décliniste de la vie politique du pays. Et je pense que ça nécessite de s'organiser, de se rassembler. C'est ça l'objectif. Alors, donc hier soir, il y avait Édouard Philippe, Jean Castex, Richard Ferrand, François Bayrou, bien sûr, et puis d'autres personnalités. Alors, ça va s'appeler comment? C'est un parti politique? Comment il va s'appeler et à quoi il va servir précisément? D'abord, on le dira en son temps. Moi, j'aime bien travailler d'abord et ensuite on fera des annonces officielles. Je considérais qu'on aura acté les choses quand on sera tous rassemblés, tous ceux qui ont vocation à être dans cette formation-là, tous ensemble, on aura dit on part comme ça. Et là, on viendra vous le dire. Mais l'idée sur laquelle nous travaillons, c'est d'avoir une structure, que ce ne soit pas forcément un parti politique, qui puisse rassembler les différents partis politiques qui composent aujourd'hui la majorité présidentielle, qui prennent un certain nombre d'engagements communs, d'abord sur le fond, parce que je crois que c'est essentiel de partir des idées qui disent ce qui nous rassemble, justement, cette idéologie de progrès humaniste. Je pense que c'est très important de dire les choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'on donne une vision pour le pays, qui prennent des engagements communs pour, dans les prochains quinquennats, partir toujours rassemblés aux élections. Vous évoquiez tout à l'heure les élections législatives, oui. Donc, moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de candidats les uns contre les autres, de toutes ces forces-là de la majorité présidentielle pour la suite, et puis qui permettent petit à petit de structurer, effectivement, de renforcer les liens entre les différentes formations politiques pour faire émerger ce bloc central et faire en sorte qu'il soit solide et durable dans le pays. J'essaye de traduire parce que pour beaucoup de gens, bon voilà, la politique, les appareils, les partis, tout, ça n'a pas d'intérêt, ça n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Bon, donc là, moi je défends les partis politiques quand même. Justement, alors, je trouve que à quoi ça va servir sur la société civile, à quoi ça va servir renouveler, oui, mais alors, ça a une utilité parce qu'il y a des gens qui veulent s'engager. Mais alors à ce moment-là, il y a la République En Marche. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'élargir? Parce que vous êtes obligé de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus. Je pense que la République En Marche est centrale. Mais peut-être qu'elle ne marche pas si bien. Peut-être qu'elle ne marche pas si bien. C'est pour ça qu'il faut l'élargir. Très à l'aise là-dessus. J'ai toujours reconnu exactement les choses telles qu'elles étaient. On a eu des difficultés dans les élections intermédiaires, municipales, départementales, régionales. On a quand même progressé. Il y a beaucoup plus d'élus locaux aujourd'hui que l'on avait au début du quinquennat. Mais c'est vrai, c'est un long chemin. Ça prend du temps. Il faut le faire modestement, on n'a pas tout réussi. Est-ce que ça va encore exister, la République En Marche? Attendez, répondez concrètement à mes questions. Je vous réponds très concrètement. Si vous voulez bien. Est-ce que ça va encore exister? Est-ce qu'il va y avoir le MoDem à côté de la République En Marche, à côté du parti Horizon d'Édouard Philippe, à côté de Agir, à côté de toutes les sortes de partis qui sont dans cette majorité présidentielle? Ou est-ce que ça va être un seul parti, qui aura un seul nom? On a entendu Ensemble Citoyens. Moi, c'est un nom que j'aime bien. Je vais vous dire, parce que Ensemble, ça traduit une dimension de rassemblement dont la société française a tant besoin. Regardez le champ politique. Il n'est fait que de divisions et d'une certaine façon, il ne fait qu'instrumentaliser des divisions du pays, attiser au fond ce qui oppose les Français les uns aux autres. Eh bien moi, je pense que l'affirmation de vouloir travailler ensemble et de réunir, c'est une belle affirmation. Et le mot citoyen, je vais vous dire, je l'aime bien aussi. Parce que la citoyenneté, c'est un engagement, c'est quelque chose qui est actif. C'est ça qui fait qu'on choisit d'être français d'une certaine façon. Donc vous me confirmez ce soir, Ensemble Citoyens? Moi je vous dis que c'est un nom que j'aime bien. Je crois que c'est un avis qui est partagé par mes amis de la majorité présidentielle. Mais encore une fois, jour où ça sera officiel, c'est quand on aura tous dit ensemble, toutes les formations, qu'on choisit que ce sera notre nom commun. Dernière question là-dessus, sur ce côté un peu de machine. C'est ensemble que vous allez décider sur une circonscription qui vous nommez comme candidat. Et vous aurez un seul candidat entre le MoDem, la République En Marche, Horizon d'Édouard Philippe, etc. Vous ne pensez pas que ce serait le bon sens que de faire comme ça? Moi, je pense que donc c'est ça, c'est une décision. Vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je souhaite absolument, bien sûr, que l'engagement que prennent les uns et les autres en participant à cette construction, encore une fois, qui a une vocation à être durable dans la vie politique du pays, ça doit être évidemment d'être toujours rassemblé. Une seule investiture pour tous ces partis, une commission d'investiture commune à tous ces partis. Moi, quand j'échange, je me déplace beaucoup en ce moment. Les gens, c'est vrai, ils ne me parlent pas beaucoup de savoir comment on intègre tel ou tel parti politique. Mais en revanche, ce qui compte pour eux, c'est que derrière le président de la République, il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble.
Et je crois que ce que nous avons démontré tout au long de ce quinquennat, c'est notre discipline, notre envie de mettre les affaires de parti, justement, de chapelle de côté, pour l'intérêt du pays, parce qu'on croit dans ce qu'on est en train de faire. Enfin, j'ai envie de continuer ça. Et ce n'est pas un scoop que de vous dire ça. Et donc, continuer ça, ça veut dire évidemment ne pas avoir de la pagaille aux élections. Et d'ailleurs, je crois que les gens n'aiment pas la pagaille. Ils aiment bien quand les choses sont claires. Nous, on a envie de travailler ensemble. Et je vais vous dire, donc, il y avait même de la bonne humeur hier soir. Parce qu'on pense qu'on est en train de faire quelque chose qui est chouette, qui a de la gueule. Ça s'est bien passé avec Édouard Philippe, par exemple. Entre Édouard Philippe et François Bayrou, on dit qu'il y a un peu de les fifis entre les deux. Mais ça, ce sont des fables, parce qu'on aime beaucoup raconter ce genre de choses, mettre ça en scène. Non. Ils s'adorent. Ils s'adorent. Je ne sais pas si ça s'adore, c'est pas à moi de le commenter, je ne fais pas les carnets roses de la vie politique du pays. Mais en revanche, oui, il y a, je crois, de l'envie, de l'entrain, d'une certaine façon, à vouloir continuer ce qu'on a commencé dans ce quinquennat, et je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc, je conclus que vous voulez et vous aurez un seul candidat pour toute cette structure qui pourrait s'appeler Ensemble Citoyens, et qui aura une forme de commission commune pour investir des candidats aux législatives. C'est mon souhait très clair, qu'on soit toujours rassemblés et que tout ce que nous fassions concourt à rassembler derrière le président de la République cette force progressiste. Et vous l'annoncez quand officiellement ? Moi, j'ai toujours dit avant la fin de l'année. Après, on sera justement dans une phase plutôt de campagne présidentielle. Je crois que c'est maintenant qu'il faut installer les choses. Et donc, d'ici la fin de l'année, eh bien, on fera des annonces. D'ici le 1er décembre, d'ici début décembre, avant début décembre. Avant la fin de l'année, c'est avant Noël. Eh bien, avant Noël, je vous l'apporterai sous le sapin. Et est-ce qu'il y aura une conférence de presse du président, comme certains le disent, pour présenter la présidence française européenne ? D'accord qu'on est sur deux sujets très différents. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas qu'il y ait de confusion bien pour sûr, ceux qui nous écoutent. Bon, c'est lui qui le décidera. En tout cas, il y a de tels enjeux pour la présidence française de l'Union européenne, qui sont des enjeux pour notre continent, mais directement aussi pour notre pays, sur l'avenir de la transition écologique, sur les flux migratoires. Je pense qu'il est toujours bon que le président de la République puisse s'exprimer et dire, au fond, comment il souhaite que la France préside pendant 6 mois aux destinées de l'Union européenne. C'est tellement important pour le pays que ça nécessite peut-être un moment de dialogue, effectivement. La situation aujourd'hui, elle est maintenant devenue une situation sous Covid de nouveau, avec une 5e vague qui est importante et qui commence. Est-ce qu'elle peut troubler l'élection ? Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui peuvent être prises ? On a l'impression d'une forme de précaution permanente, alors qu'on voit que, par exemple, ce soir, l'Allemagne annonce des restrictions pour les non-vaccinés. Est-ce que nous aussi, on va avoir des restrictions pour les non-vaccinés en France ? Ce n'est pas le but. Moi, je ne le souhaite pas. Après, il ne faut rien exclure. Et on l'a vu, on est à la 5e vague. Donc, on a un peu d'expérience maintenant. Savoir que les choses peuvent évoluer rapidement et peuvent nécessiter de prendre des décisions. Mais ce que je crois, c'est qu'on a, au fond, notre destin entre les mains si on réussit à finaliser cette campagne de vaccination. Je rappelle qu'il y a encore 6 millions de personnes qui n'ont pas reçu leur première dose. Des gens qui sont aujourd'hui vraiment la cible de ce virus-là et qui peuvent être à l'hôpital. Il faut aller convaincre, il faut faire cette politique d'aller vers pour convaincre. Et puis, il faut réussir la campagne de rappel. Vous avez vu l'effet sur les anticorps absolument formidable de ce booster, de ce rappel. 40% de plus d'anticorps avec le rappel, avec ce qu'on appelle la 3e dose. Une fois qu'on a reçu oui, mais alors, deux dans ces premières cas-là, doses, d'aller faire cette campagne de rappel. Mais oui, mais et si on réussit ça, Stanislas Guérini, alors pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la 3e dose, le rappel à tout le monde, rapidement ? Bien, on le fait en suivant exactement ce que disent les autorités de santé, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que derrière la vaccination, il y a la confiance. Et je me rappelle très bien, c'était pas si longtemps que ça, une année, vous vous rappelez du niveau de défiance par rapport au vaccin qu'il y avait en France. On est maintenant un des pays les mieux vaccinés au monde. Ça, c'est fait parce qu'on a suivi une certaine méthode. Donc je crois qu'il faut continuer comme ça. Les autorités de santé, elles disent, ouvrons à ceux qui ont des comorbidités, ouvrons aux personnes les plus âgées. On ouvre, et c'est déjà le cas, aux personnes de plus de 50 ans. Faisons choses dans le bon ordre, parce que ce sont elles, aujourd'hui, qui ont une chance la plus forte d'aller à l'hôpital. Et le but du jeu, c'est qu'avec un taux d'incidence qui augmente, et ça, malheureusement, la circulation du virus, on peut s'attendre à ce que ça puisse continuer à augmenter, on le voit dans tous les autres pays européens. On protège absolument l'hôpital et les vies. C'est ça l'objectif. C'est ça qui fait qu'on va garder notre société ouverte, qu'on va réussir à ne pas reconfiner. Ça doit être l'objectif absolu. Moi, je n'ai pas envie de parler de reconfinement. Je n'ai pas envie de parler de reconfinement parce que je crois que c'est la hantise pour tous nos concitoyens, pour toutes les entreprises. Est-ce qu'on va recourir plus... On maintienne le pass sanitaire, évidemment, qu'on mette le paquet
sur la campagne de rappel, qu'on mette le paquet pour aller convaincre les personnes qui n'ont pas reçu cette première dose. Et c'est ça qui va nous préserver. Est-ce que vous voulez un pass vaccinal? Parce que les médecins le demandent. Beaucoup de médecins disent, bon, il faut passer au pass vaccinal. C'est le cas en Suède, par exemple, où c'est depuis 48 heures. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins à l'hôpital qui s'inquiètent parce que l'hôpital ne va pas bien, disent il faut aller plus vite, aller plus fort. Ouais, moi, je crois qu'il faut garder le pass sanitaire absolument. Il y a quand même un petit côté paradoxal, hein, si vous me passez l'expression. Il y a 10 jours, à l'Assemblée nationale, nous votions une loi justement de vigilance sanitaire pour garder la possibilité d'opérer tous ces outils-là. Jusqu'en juillet, donc c'est vrai qu'il y en a qui disaient peut-être qu'en juillet... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'était il y a 10 jours, oui. Telkriev, de la part de nos oppositions en disant vous êtes irresponsables, il faut arrêter l'état d'urgence sanitaire, faut arrêter avec la question c'était est-ce qu'on la laisse pendant tout le temps de l'élection et est-ce qu'on passe au-dessus de l'élection et on va jusqu'en juillet alors que ce sera peut-être un autre président. Et on voit bien que c'est l'évidence, il faut se donner toute possibilité d'être réactif face au virus. C'est ça qui a été la force depuis le début de ce que nous avons décidé collectivement et de ce que les Français appliquent, j'ai envie de dire, formidablement. Donc, gardons les atouts que nous avons, le vaccin, le pass sanitaire entre les mains, appliquons-le bien. Je pense qu'il y a eu un peu de relâchement, d'une certaine façon. On a tous contribué à ça, personne n'a de leçons à donner. Les gestes barrières, l'application du pass sanitaire et la vaccination, la campagne de rappel. Je crois que si on suit ce chemin-là, alors on garde notre destin entre nos mains. La situation économique, comment Emmanuel Macron peut se débarrasser après presque 5 ans de l'image de président des riches? Il y a une étude sur le pouvoir d'achat de l'Institut des politiques publiques qui évalue sur les ménages les conséquences des mesures fiscales et sociales prises entre 2017 et 2022. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que presque tous les Français ont vu leur niveau de vie augmenter dans cette étude, plus 1,6%. Que sous les 2 précédents quinquennats, alors que nous avons vécu une crise que chacun peut constater historique. 397 € par an en moyenne, plus 1,6%. En moyenne. En moyenne, parce que vous dites 2,5% et cette étude dit 1,6%. C'est pas nous ou les autres. Il y a plusieurs études qui font des analyses en prenant des critères extrêmement divers qui concluent toutes à 2 choses extrêmement claires. Le pouvoir d'achat a augmenté dans ce quinquennat plus que sous les 2 quinquennats précédents réunis. Deuxième chose, le pouvoir d'achat a augmenté principalement pour ceux qui travaillent. Nous avons vécu la crise des Gilets jaunes. Justement. Nous avons vécu ces moments où les Français qui bossaient nous disaient « je bosse et j'arrive pas à boucler mes fins de mois ». Et bien, toute la politique que nous avons menée, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent voient le fruit de leur travail. Et je crois que ça, c'est essentiel et c'est ça qui crée de la richesse dans une société. Et cette étude, y compris, et toutes les études convergent là-dessus, elles disent exactement ça. Et 2 exceptions. Il y a 2 exceptions. Les 5% des ménages les plus modestes, ceux qui vivent avec moins de 800 € par mois, eux, ils ont moins 0,5% de pouvoir d'achat. Pardon, parce que c'est toujours très dur, ces batailles de chiffres-là, que cette étude que vous citez elle-même invite à l'extrême prudence sur les chiffres qui sont publiés, justement sur cette catégorie de Français, parce qu'ils disent qu'il y a des mesures qui n'ont pas été prises en compte. Les chèques énergie, les différentes chèques inflation. Je pense au reste à charge zéro, qui est une mesure formidable pour que ça soit 0 € pour se payer des frais dentaires, des lunettes, tout simplement. Ça, c'est du pouvoir d'achat, ça n'a pas été pris en compte. Ils le font en prenant l'augmentation du prix du tabac, avec, vous savez, un impact un peu différencié sur selon le fait d'arrêter de fumer en fonction des catégories sociales. En disant, ces critères-là, ils sont durs à estimer, on reconnaît qu'il peut... Bon, donc on ne va pas mener une bataille de chiffres là-dessus. Il y a d'autres études qui montrent qu'au contraire, le pouvoir d'achat a augmenté pour les 10% des Français les plus modestes. Moi, je crois que ce qui est important... Pardon, j'ai pas fini, Stanislas Guerini. Je finis, moi, d'un mot, et je les 1% et les 0,1% les plus riches ont gagné plus 2,8%, c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne des Français. Même si, encore une fois, on l'a dit, la moyenne des Français et ceux qui travaillent, c'est très bien. Mais ceux qui sont les plus riches ont gagné encore plus. Vous savez, ce qui compte, je crois, c'est que avec ce que nous avons fait pendant la crise, il y a 400 000 personnes, cette étude, celle que vous citez, dit ce chiffre, qui, sans ces mesures, auraient basculé sous le seuil de pauvreté et qui ont eu leur niveau de vie préservé, qui n'ont pas basculé sous le seuil de pauvreté. Ça, pour moi, ça compte, parce qu'on a protégé les Français. Ce qui compte, c'est que depuis des décennies, on détruisait de l'emploi dans notre pays, on détruisait de l'emploi industriel.
on est en train de changer cette donne-là. On est en train de gagner la bataille du chômage. On est en train de retrouver le plein emploi. Eh bien, on pourrait s'enorgueillir de ça. On pourrait se dire que c'est formidable ce qui est en train de se passer. La campagne présidentielle va se passer là-dessus et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce bilan, mais qui vont vous le dire et on organisera les débats là-dessus. Il y a des choses qui sont factuelles. Dans ce quinquennat, on a baissé les impôts comme jamais sous la Ve République. 52 milliards de baisse d'impôts. Personne ne conteste ce chiffre. Et dans ce quinquennat, on a créé de l'emploi qu'on n'avait pas créé de l'emploi depuis 20 ans. Ben, ces deux piliers-là, je crois que c'est ceux-là qui, au final, vont faire la différence sur le terrain. Un petit mot sur une polémique qui a occupé la journée d'hier. On a parlé sur ce plateau et Jean-Michel Blanquer s'est exprimé. La Première Dame, Brigitte Macron, s'est exprimée. Vous savez, c'est ce fameux nouveau pronom, Yel, qui a été pris par le petit Robert. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Moi, j'utiliserais... Ça vous a choqué? Non. Que ça ait été mis dans le petit Robert, ça ne m'a pas choqué. Personnellement, je n'utiliserais pas forcément ce pronom tous les jours. Je vous avoue que je le connaissais mal. Je pense que c'est utilisé et que des mots apparaissent dans le dictionnaire parce qu'ils sont utilisés par des gens dans le pays. Sincèrement, moi, ça ne me choque pas. Après, je crois sincèrement que c'est une polémique qui n'est pas forcément à la hauteur des enjeux du débat. Il y a aujourd'hui des gens qui meurent à la frontière entre deux pays, aux portes de l'Union européenne. Ça, il me semble que c'est un enjeu peut-être un peu plus important que de savoir si le pronom Yel ou pas a sa place dans le dictionnaire. Et justement là-dessus, vous savez qu'il y a des gens qui, dans votre majorité, demandent qu'on accueille les migrants qui sont là, 7000 à la frontière polonaise. Et il y en a d'autres chez les LR ou évidemment du côté d'Éric Zemmour ou du côté de Marine Le Pen qui disent qu'il faut faire le mur avec les Polonais. Vous êtes où? Je crois que dire qu'il faut faire un mur, c'est à mon avis un non-sens total par rapport à ce qu'est cette situation. Est-ce qu'il faut accueillir ces migrants? Je pense qu'il faut être aux côtés de la Pologne, qui a le droit de protéger sa frontière. Et c'est légitime de protéger sa frontière. Il faut être aux côtés de la Pologne avec Frontex. Vous savez, Frontex, ce sont les forces européennes qui, justement, accompagnent les différents pays pour protéger les frontières de l'Union européenne. Mais Frontex, ils peuvent mettre des personnes à l'abri. C'est ce qui s'était passé aux frontières de la Lituanie, exactement avec la même instrumentalisation par la Biélorussie de flux humains. C'est terrible ce qui se passe. Ce n'est pas une crise migratoire. C'est une instrumentalisation par un dictateur, M. Loukachenko, contre l'Union européenne, précisément pour créer une sorte de guerre totale hybride et déstabiliser l'Union européenne. Il utilise les vies humaines pour faire ça. Moi, je crois que ce n'est pas en construisant un mur qu'on va répondre. C'est en mettant la pression sur ce dictateur-là. C'est ce que nous faisons. C'est ce que la France a fait en coupant les vols, parce que c'était des vols de ligne qui amenaient les gens en Biélorussie pour ensuite les projeter contre la frontière. C'est d'une inhumanité totale. Et donc, c'est par la pression, c'est en faisant le gel des avoirs, pas de mur et pas d'accueil, qu'en réalité, on va régler cette crise-là. C'est une crise diplomatique, c'est une sorte de guerre de nouvelle génération qui se passe aux frontières de l'Union européenne. C'est pas en construisant un mur ou en finançant la construction d'un mur qu'on va régler ce problème, même si, je le répète, les États sont légitimes à protéger leurs frontières et il faut que l'Union européenne soit d'une solidarité totale avec la Pologne. Dernière question, Stanislas Guerini. Ce soir, on a appris qu'Éric Zemmour était persona non grata à Londres. Alors, il va y aller quand même, il va rencontrer des gens. Mais est-ce qu'Éric Zemmour, c'est pas l'assurance vie d'Emmanuel Macron? Non. Est-ce que Non, Éric Zemmour, c'est tout ce que nous devons combattre. Parce que c'est l'injure, c'est la haine, c'est la division du pays, c'est la misogynie, c'est l'homophobie, c'est le contraire du projet politique que nous portons. Et je crois que ça laisse des traces dans la vie politique du pays, et je crois que les gens s'en rendent compte. En réalité, quand on confond Pétain et De Gaulle, quand on met sur le même pied des terroristes islamistes et ceux qu'ils ont tués, quand le jour de la commémoration des attentats du Bataclan, on vient faire une polémique minable et pas digne de notre pays, je crois qu'on n'est pas qualifié pour l'élection présidentielle. Les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Vous préférez qu'il y ait un candidat LR face à Emmanuel Macron? Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on aura fait reculer l'extrême droite dans le pays, et si on peut avoir un affrontement républicain au deuxième tour de l'élection présidentielle, je vous jure que ça serait une bonne nouvelle pour le pays et que je serais le premier à m'en réjouir.